Bonjour et bienvenue sur Floraison, un podcast pour une culture de résistance écologiste, libertaire et féministe. Voici le premier épisode d'une série de 3 podcasts consacrés à l'ouvrage La séduction pornographique de Romain Rosac, publié aux éditions L'Échappée. Attention, les 2 premiers épisodes de cette série ne sont pas les plus critiques de la pornographie. Si c'est vraiment la critique anticapitaliste qui vous intéresse, je vous conseille directement de passer au 3e épisode. C'est dans le 3e épisode de cette série qu'on aborde la critique anticapitaliste. Mais c'est dommage, car les 2 premiers épisodes apportent un peu d'érudition sur les différents discours à propos de pornographie. Ça permet de mieux comprendre tous ces conflits et de se situer. Dans ce premier épisode, nous allons voir les zones de friction, c'est-à-dire les 3 grands conflits dans les discours sur la pornographie, ainsi que la façon dont les intellectuels libéraux tranchent généralement la question. Bonne écoute. Dans Les femmes de droite, Andrea Dworkin, féministe, dit à propos de la pornographie qu'elle est le cœur de la condition des femmes. Je cite, « C'est l'idéologie qui est la source de tout le reste. Elle définit vraiment ce que sont les femmes dans ce système et la façon dont elles sont traitées découle de ce qu'elles sont. La pornographie n'est pas une métaphore de ce que sont les femmes, c'est ce que sont les femmes en théorie et en pratique. » Pour John Stoltenberg, dans Refuser d'être un homme, la consommation de pornographie, c'est presque de la nécrophilie de masse. Je cite, « On exagère à peine en qualifiant cela de nécrophilie de masse. À différents degrés, les hommes qui objectifient sexuellement des êtres par images interposées tendent à réagir à des images d'extase, de lascivité et d'accessibilité sexuelle qui sont en fait des indices photographiés d'absence de vie. » Alors aujourd'hui, on va questionner ça, cette définition de la pornographie. Est-ce qu'on pourrait la définir autrement, ou venir compléter ou enrichir les analyses féministes radicales sur ce sujet, notamment d'un point de vue anticapitaliste. Et nous sommes donc pour ce faire avec Romain Rosac. Bonjour Romain. Bonjour Lorenzo. Et bienvenue sur Floraison. Merci. Donc Romain, qui a publié cette année aux éditions L'Échappée La séduction pornographique, un livre qui paraît dans la collection Pour en finir avec, qui propose des analyses radicales. Alors radicales pourquoi ? Car elles prennent en compte toutes les dimensions d'un problème, économique, politique, psychologique et technologique, parce que le capitalisme ne peut être réduit à un système d'exploitation économique, il envahit toutes les sphères de notre existence et ne tient que sur l'intériorisation d'un imaginaire surpuissant. Radical parce que le système se nourrit perpétuellement de sa critique et que seul ce qui le sape dans son essence peut le détruire. Alors, avant qu'on rentre dans le vif du sujet et le développement de ce livre, Romain, tout simplement, est-ce que tu peux commencer par te présenter, s'il te plaît ? Oui, alors j'ai 31 ans, je suis professeur en lycée, professeur de philosophie en lycée, en région parisienne, et voilà, je ne sais pas trop ce que je peux dire de plus en termes de présentation. Comment tu as été amené à réfléchir à la question de la pornographie ? C'est très très circonstanciel, c'est la participation à un colloque qui était organisé à l'université de Nice il y a 5 ans je crois, sur le thème érotisme et pornographie, qui était organisé par un ami qui connaissait mes accointances théoriques avec Kluskar et qui m'avait suggéré de creuser la question de l'essor de la pornographie et de la consommation pornographique avec une grille d'analyse kluskardienne.
Et voilà, je m'étais mis à l'ouvrage en étant content de participer à ça, mais en sachant pas très bien où ça allait mener. Et comme ça s'était très bien passé, voilà, la vie aidant à ce moment-là, j'ai eu pas mal de temps pour commencer à en faire un bouquin. Et donc c'est un bouquin qui est sorti cette année. Oui. Et est-ce que tu as eu l'occasion d'en parler, en tout cas d'en débattre dans les milieux, on va dire, de gauche ou libertaires? Pour l'instant, non. C'est la première, hormis quelques interviews assez discrètes. Non, c'est la première. Bah, on espère que ce podcast ouvrira le débat, peut-être, c'est ce qu'on lui souhaite. Oui. Donc ton livre s'ouvre sur une pièce de théâtre. Une pièce de théâtre très courte où se croisent et se disputent de nombreux protagonistes. Donc tu as les bourgeois, le pornographe, la féministe pro-porno, le marxiste, etc. Alors j'aimerais te demander d'abord pourquoi plantes-tu le décor ainsi ? Est-ce que c'est une façon de rappeler que la société dont on parle et dont la société dans laquelle s'inscrit ta critique, c'est d'abord celle du spectacle ? Alors ça marche sans doute effectivement si on le lit comme ça. Tu le prends dans le sens que ça a chez Debord ? Ouais, c'était pas ça que j'avais en tête. Je suis moi-même un très mauvais lecteur de Debord. Enfin, j'en connais les thèses, mais sans doute assez mal. En tout cas, beaucoup moins bien que les gens qui m'ont très gentiment édité à l'échappée. C'était plutôt beaucoup plus classiquement, je pense, pour rappeler qu'on peut pas tenir de discours philosophique en parlant en première personne. C'est pas le discours philosophique, il n'arrive pas parce qu'on est prof de philo et qu'on a une légitimité d'emblée pour parler. Il vient parce que le discours, qui est une œuvre plurielle, qui est une œuvre qui est tenue par monsieur et madame tout le monde, qui ont des classes différentes, des sexes différents, des métiers différents, des préoccupations différentes. La philosophie, elle intervient parce qu'il y a des contradictions dans le discours. Voilà. Et ces contradictions, elles surviennent quand le discours a l'occasion de se déployer et de donner lieu à quelques engueulades, comme c'est le cas dans cette petite scénette de quelques pages qui ouvre le bouquin. Donc, à la limite, c'est une sorte d'introduction aux 2-3 premiers chapitres du livre qui ne sont pas non plus écrits en première personne. S'il fallait trouver un équivalent réel, un référent vraiment de cette petite scénette, ce serait peut-être les zones de commentaires dans les journaux en ligne. Pour tous les articles où il est question de pornographie, on a à peu près cette répartition des rôles qui se retrouve quasiment toujours à l'identique. Voilà. C'est quoi la raison qui fait que les débats sont toujours aussi passionnés autour de ce sujet ? Bon, on aura sans doute l'occasion d'en parler un peu plus longtemps, mais il y a un double héritage dont on n'arrive pas à se dépêtrer, qui est d'un côté l'héritage d'une société effectivement sans doute un peu pudibonde, qu'on a, à mon avis, depuis très longtemps laissé derrière nous, hein, mais qui continue d'infuser dans certaines couches de la population, cela même dont se moque Ruvennagien, le philosophe libéral Ruvennagien, quand il dit que ce sont des gens qui ont une conception de la sexualité très étriquée, une conception de l'amour et des mœurs en général très étriquée. On a cet héritage-là qui, en fait, pour une large partie de la société aujourd'hui, n'est plus véritablement influent. Et on a un deuxième héritage qui, lui, est beaucoup plus récent, qui est celui de la deuxième moitié du XXe siècle, et qui est celui d'un État beaucoup plus libéral, en fait, sur les questions de la sexualité, qui a renoncé, en fait, à partir des années 70, à légiférer sur ces questions-là, et qui s'est acheté une espèce de bonne conduite morale, en tout cas pour les franges les plus émancipées de la société civile, qui s'est acheté une bonne conduite morale sur ces questions-là. Et en fait, cet héritage-là, la plupart du temps, est inaperçu, et il y a beaucoup d'intellectuels, et même pas forcément d'intellectuels, mais de gens simplement instruits qui essayent de se tenir au courant de l'évolution des mœurs et de la manière dont on théorise cette évolution, qui pensent vraiment que le premier ennemi à abattre encore aujourd'hui, c'est le prêtre, c'est le vieux puritain, celui qui ne veut pas qu'on parle de sexualité, etc. Alors que, bon, dans la plupart des couches de la société, parler de sexualité n'est plus du tout un tabou. Voilà. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'on suive le raisonnement de ton livre
qui du coup ambitionne de donner une définition du concept de pornographie contemporaine. L'objectif, la fin du livre, c'est de proposer cette définition et éventuellement on peut suivre le même chemin pour le podcast et dire que une définition un peu plus fine viendra à la fin, mais il faut bien commencer par un point de départ. Peut-être une première définition pour dire de quoi on parle très succinctement. Oui, elle est forcément imparfaite, mais c'est la représentation de la nudité ou d'actes sexuels qui a une visée excitative. Donc ça recoupe pas effectivement a priori les représentations de la nudité qu'on peut trouver dans les bouquins de biologie pour expliquer aux jeunes enfants comment on s'accouple, hein, c'est pas la question. Donc si c'était aussi simple, ce serait déjà fini. Oui. Mais comme tu l'as dit, il y a le discours, c'est des disputes, c'est des contradictions, des points de vue qui s'opposent. Est-ce qu'on peut rappeler les trois grandes thèses, antithèses que tu dégages en introduction du livre à propos de la pornographie? Ouais. Alors, de manière assez succincte, la première confrontation, ce serait justement sur la définition de la pornographie, avec d'un côté les tenants d'une définition possible, qui consisterait à dire qu'effectivement la pornographie c'est la représentation du nu, de la sexualité à visée excitative, et qui peut même être décrite, si on adopte un discours un peu plus militant, un peu plus éventuellement farouche, qui peut même être décrite comme une activité d'asservissement des femmes, de vente d'images, de capture du corps des femmes, de mise en scène de cette capture. Et donc ça, de ce côté-là, on essaie de retracer la jeunesse de la pornographie en montrant que ça n'a pas toujours existé, que c'est un commerce qui s'organise, que cette captation d'images, elle s'organise, elle s'améliore en fonction de l'époque à laquelle on vit. Et en face de cette thèse, si vous voulez, on a l'antithèse qui consiste à dire que tout ça c'est qu'un point de vue situé, et qu'en réalité quand on a un point de vue un petit peu plus large, quand on est un peu plus nourri d'histoire de l'art, d'histoire des mœurs, on se rend compte qu'il y a toujours eu de la pornographie et que c'est très difficile de faire la différence par exemple entre ce qu'on appelle l'érotisme et ce qu'on appelle la pornographie, qu'il y a toujours eu des représentations de la nudité et de la sexualité, qu'on peut faire remonter ça aux fresques de Pompéi si on veut, ou aux très vieilles littératures érotiques, et que disons que ce qu'on trouve pornographique aujourd'hui, c'est simplement ce qui nous choque. En fait, l'érotisme, ce serait... c'est un mot qui est attribué au romancier Alain Robbe-Grillet, mais on n'a jamais trop su si c'était lui qui l'avait dit. La pornographie, c'est l'érotisme des autres. Sous-entendu, c'est l'érotisme qui n'est pas chic, c'est l'érotisme qui ne correspond pas, en tout cas, à nos critères, etc. Donc ça, c'est la première opposition. Donc d'un côté, un groupe qui dit on sait ce que c'est, oui. Et d'autres, on ne peut pas savoir. On ne peut pas savoir, et toute tentative de définition, en fait, n'est pas une entreprise scientifique, c'est une entreprise militante, mais vraiment dans le mauvais sens du terme, dans le sens où c'est déconnecté de toute approche objective et dépassionnée de la réalité. Voilà. Donc ça c'est pour le premier conflit. Le deuxième conflit, c'est sur les effets sociaux de la pornographie en général, avec d'un côté effectivement tout un ensemble de penseurs pour qui la pornographie est une nuisance, puisqu'elle exacerbe les tensions sexuelles qui peuvent avoir lieu dans la société. Elle donne une sorte de manuel de comportement très problématique en société, et de l'autre des groupes d'individus qui défendent l'idée plutôt que la pornographie pacifie les rapports sociaux, qu'elle a tendance à au moins calmer justement toutes les tensions sexuelles qui surviennent nécessairement quand il n'y a pas assez de femmes pour subvenir aux désirs de tous les hommes, voire même carrément l'idée que la pornographie entretient la concorde sexuelle, c'est-à-dire non pas seulement la paix, l'absence de conflit, mais vraiment l'entente harmonieuse entre chacun des membres de la société civile. Parce que ça libérerait, justement, ça nous libérerait des vieux tabous, des vieilles conceptions bloquées de notre propre corps et de notre propre sexualité, et ça permettrait enfin de vivre le couple, les rapports humains en général, d'ailleurs pas forcément que le couple, de manière authentique. Donc on a un premier discours qui dit en gros la pornographie c'est la théorie, le viol c'est la pratique, ouais. Et l'autre qui dit non, la pornographie c'est la paix, c'est un discours de paix. Ouais.
Au mieux, c'est innocent, et au pire, c'est c'est innocent, et au mieux, c'est même carrément un instrument de paix, ouais, et de concorde. Et la troisième ligne de fracture que tu dégages ? Alors, elle est liée à la deuxième, hein, c'est un peu la reprise de cette deuxième question, mais plus d'un point de vue plus politique et plus en rapport avec justement les femmes et les minorités sexuelles en général, c'est-à-dire homosexuels, transsexuels, etc. Avec d'un côté un camp qui défend l'idée que la pornographie ne fait que renouveler l'aliénation de ces groupes-là. Alors c'est le texte dont tu étais parti, hein, le texte de Dworkin qui explique que la pornographie livre vraiment la vérité de la condition des femmes et que ce faisant, elle la justifie et elle la naturalise. On peut faire le même type d'analyse avec les minorités sexuelles. Bon. Deuxième camp qui s'oppose à celui-ci, qui consiste à dire que justement, en fait, la pornographie, comme lieu de spectacle qui serait en quelque sorte autogéré, alors même si, en fait, pour la plupart de ces penseurs-là, il n'y a pas besoin non plus que ce soit autogéré pour que ça advienne, mais c'est mieux quand même quand l'acteur ou l'actrice arrive à avoir la main carrément sur son propre jeu, ses propres demandes, etc. C'est l'idée que, en fait, la pornographie est un lieu de subjectivation, c'est-à-dire où on n'est plus objet du désir des hommes, des hétérosexuels, de la société patriarcale encore menée par un État puritain, avec une église encore, ne serait-ce que moralement présente, voilà. Mais en tant que spectacle dont on aurait l'initiative en tant que femme ou minorité sexuelle, la pornographie, ce serait le lieu d'une émancipation, le lieu où on s'affirme justement comme maître de ses propres envies, de ses propres désirs, y compris d'ailleurs quand on répète ce qui peut être perçu comme les désirs hétérosexuels, masculins, phallocrates, éventuellement même les plus bêtes, les plus machos, enfin voilà. À partir du moment où on le reproduit, on le transformerait en quelque chose qui serait voulu et donc qui aurait une autre signification. Donc un groupe, on va dire, pour qui c'est l'esclavage et l'aliénation, et c'est même que ça, et l'autre pour qui c'est la libération et l'émancipation, si je résume. Oui, c'est effectivement ça. Pour toi, réfléchir à ce sujet, c'est commencer par essayer de résoudre un peu toutes ces contradictions, de voir qu'est-ce qu'on peut en dégager, et tu regardes ce que font en fait les penseurs, on va dire, dominants ou hégémoniques à partir de ça, ou en tout cas les libéraux, c'est-à-dire donc un auteur que tu cites, Ruvanogien. Voilà, oui. Qui lui tranche plus ou moins sur ces conflits et qui représente un petit peu la doxa, la pensée dominante, la façon de bien penser tout ça. Est-ce que tu peux nous dire comment il tranche avec ça, et tu parles d'une éthique minimale qui fait la bourgeoisie. Oui, c'est un terme qui est de lui. C'est de lui. Oui. Et est-ce que tu peux nous dire ce qu'il entend par là ? Alors, effectivement, c'est un auteur ruvanogien qui est mort il y a quelques années, qui s'est assez vite intéressé à la pornographie. Son livre « Penser la pornographie » a été vraiment le livre de chevet d'un certain nombre de bourgeois, effectivement, sur la question, et qui leur ont permis pas forcément d'accomplir leur mue, mais de justifier une mue qui avait déjà eu lieu du point de vue des mœurs et de la manière dont on les vit, et dont on les justifie au moins pour soi. Il s'est pas intéressé seulement à la pornographie, il a été très présent dans les débats publics, francophones notamment, sur toutes les questions qui sont liées à la filiation, à la sexualité, alors tout ce qui est GPA, etc. Il a été assez présent. Et il a toujours défendu un point de vue un point de vue très libéral sur la question. Et ce qu'il appelle éthique minimale, alors cela dit, tu me mets le doute parce que je ne sais plus si c'est la manière dont
quand on a qualifié a posteriori sa nouvelle éthique, ou si c'est lui-même qui avait donné ce qualificatif-là, mais en tout cas, je crois que c'est lui, en tout cas, il ne l'aurait pas refusé. L'éthique minimale, elle consiste à dire que un tant soit peu de recul philosophique, parce qu'il est philosophe de formation, implique d'être modeste, parce que on ne peut pas ne pas voir que même les plus grands systèmes de morale qui ont été édifiés au cours de l'histoire de la pensée en général n'ont jamais réussi à emporter l'unanimité. Et que donc ça signifie à ses yeux qu'il n'est pas possible d'arriver à cette unanimité, et que en conséquence la seule manière de faire vivre des humains sans qu'ils se tapent dessus, c'est de leur faire entendre que, justement, on ne peut pas exiger de son voisin qu'il ait les mêmes codes moraux que soi. Alors, on peut l'exiger pour les choses qui sont indispensables à la vie commune. Effectivement, l'éthique minimale interdit les torts directs causés à autrui. C'est-à-dire que si effectivement je croise quelqu'un dans la rue et que je lui tire dessus, c'est un tort direct, hein. C'est pas un relativisme total, l'éthique minimale. De même que si je vais le frapper, ou si je me débrouille pour faire en sorte que sa parole ne puisse pas être entendue dans l'espace public, si j'arrive à le silencier, pour prendre un mot qui est assez à la mode aujourd'hui, de manière assez efficace, pour que effectivement son point de vue individuel ou en tant qu'il représente un groupe ne soit pas représenté, et que ça ne pèse pas dans le débat public, alors à ce moment-là, il y a tort direct. Mais tout ce qui ne relève pas d'un tort direct ne peut pas faire l'objet d'un jugement moral. Et donc ne peut pas faire l'objet d'une interdiction de la part de l'État. Voilà. Ah oui, voilà, mais pourtant l'État fait ça, et c'est ce que ferait un policier quand tu dis frapper dans la rue, tirer dessus dans la rue, faire taire, c'est ce que font les policiers. Donc oui, c'est toute l'hypocrisie de l'État bourgeois. Hein, oui, bien sûr. Et du coup, lui, à partir de ça, j'imagine qu'il a très peu de prescriptions, à part le statu quo sur toutes ces questions. Oui, tout à fait. Il n'y a pas grand-chose à changer dans la loi française telle qu'elle existe pour Ruvén-Augien, parce que la pornographie est en libre accès. Simplement, elle n'est pas pour les mineurs, enfin en tout cas, elle n'est pas censée être en libre accès pour les mineurs. Bon, la pornographie sur magazine ou en vidéo, elle n'est pas censée pouvoir être disponible pour les enfants et les adolescents. Donc ça, il se prononce pas beaucoup sur la question de savoir à partir de quel âge on doit laisser les gens accéder à la pornographie. Il n'est pas du tout rigide sur l'idée des 18 ans. Il défend l'idée que de toute façon l'âge de la majorité, c'est quelque chose qui est très relatif à la manière dont on conçoit la majorité, mais il veut bien entendre que la pornographie, comme n'importe quel spectacle en fait, peut être troublant pour des jeunes esprits qui font pas encore bien la différence entre les images et la réalité. Mais dans la mesure où l'État français ne légifère plus tellement sur la pornographie, pour lui, il défend le statu quo. En fait, il essaye de prévenir, d'en penser la pornographie, il essaye de prévenir ce qu'il appelle l'arrivée d'une panique morale. Alors là, l'expression est de lui, il en a fait ses choux gras, et les continuateurs d'Augien aujourd'hui n'ont vraiment que cette expression à la bouche souvent, c'est-à-dire la tentative de repolitisation de certaines questions, notamment liées à la filiation et à la sexualité, qui essaie de montrer que c'est pas seulement des questions morales qui ont été, on va dire, traitées essentiellement par des organes religieux ou alors par les fractions les plus traditionnelles de la bourgeoisie, mais que c'est vraiment des champs qui posent des problèmes philosophiques et qui voient s'affronter des classes qui n'ont pas les mêmes intérêts. Et ça, aux yeux de Augien, c'est pas du tout le retour du politique, c'est au contraire le retour de la morale, c'est le retour de la panique, et qui serait le fait de quelques prêcheurs en manque d'inspiration, d'audience ou en manque de loisirs, simplement. Ils pourraient faire des choses qui sont moins nocives pour leurs concitoyens, et donc Augien les combat, ne cesse de les combattre en essayant de montrer leurs prétendues contradictions. Voilà. Peut-être on peut venir sur ces trois contradictions.
contradictions, comment elles sont résolues de façon libérale, le fait de on peut définir la pornographie ou on peut pas la définir. Là, alors pour le coup, c'est le seul conflit qu'il tranche réellement. On peut pas la définir. À ses yeux, tout jalon historique est un jalon qui trahit un a priori de la part du chercheur, puisque il n'y a pas de... Comment dire, le simple fait de dire que, je sais pas, par exemple, pour reprendre un exemple qu'il prend lui-même, le fait de dire que pour qu'on appelle quelque chose pornographie, il faut qu'il y ait monstration d'un sexe masculin en érection et non pas au repos, ou alors il faut qu'il y ait monstration des organes féminins dans le détail, ou alors moins dans le détail, mais 3, 4, 5 fois et non pas 1, 2, 3 fois. Bon, là, ce qu'étaient les critères de la télévision, à peu de choses près, hein, pour classer un film moins de 16 ou moins de 18, ou pour classer un film X ou pas X, ça montre très bien, à ses yeux, effectivement, si on s'en tient à ce type d'exemple, c'est difficile de lui donner tort, tout l'arbitraire qu'il y a dans la classification. C'est-à-dire qu'en fait, on appelle pornographie ce à quoi on n'est pas encore habitué. Et Augien, comme toute la tradition de philosophie analytique dont il s'inspire, dont il est un représentant, adore manier les expériences de pensée. C'est ce que font en général les gens qui sont peu aux prises avec la réalité. Ils aiment beaucoup se mouvoir dans les expériences de pensée. Et Augien dit, bon, on pourrait imaginer l'avènement d'une pornographie multisensorielle, alors avec les casques de réalité virtuelle aujourd'hui, on n'en est pas très loin, hein, où finalement on est branché à la fois par la vue, mais aussi par le toucher, le goût, l'odorat, enfin voilà, à des corps sexuels, enfin des corps sexualisés et en plein acte et qui s'offrent à moi tel quel. Il dit bon, si on compare effectivement la pornographie la plus crue qu'on peut trouver aujourd'hui, mais qui n'est jamais qu'une série d'images en 2 dimensions sur un écran d'ordinateur ou sur une télévision, à cette pornographie multisensorielle, en fait on est obligé de conclure que ce qu'on appelle pornographie aujourd'hui, les personnes qui vivront dans 100, 150 ans trouveront ça gentillet, un peu comme nous on trouve gentillette les gravures qui pouvaient accompagner par exemple les publications des livres de Sade. Voilà, ça nous excite pas, ou alors c'est une excitation qui est vue comme relativement innocente. Donc c'est vu que c'est tout en relatif à un contexte Exactement. historique, donc c'est impossible de conclure à une circuler, définition. rien à voir, voilà. Ouais. Bah, du coup on peut pas l'étudier, quoi. On peut rien, c'est un objet, on peut pas en faire grand chose, quoi, parce que... Ah non, il y a pas tellement de propositions positives en fait dans Penser la pornographie. C'est plutôt un ouvrage, polémique du début jusqu'à la fin qui veut en fait démonter les prétentions des adversaires de la pornographie, quel qu'il soit d'ailleurs. Ouais, donc en fait, ce qui devient impossible, c'est de la critiquer. Exactement. Parce que celui qui critique la pornographie, d'un point de vue libéral, enfin du point de vue qui est celui d'Augien, en dit beaucoup plus sur lui-même. Sous-entendu, c'est un vieux bigot, c'est un coincé, c'est un... ou alors il a peur que les femmes qu'il connaît se jettent dans la pornographie, ou sont sauvages avec la pornographie, on ne sait pas trop quoi. Ça en dit beaucoup plus sur lui que sur la pornographie. On ne peut pas étudier cet objet-là parce qu'il n'a pas de frontières fixes. Ouais. Donc toute définition serait militante, dans le mauvais sens du terme. Et lui, par contre, il n'est pas militant. Ah non, bien sûr que non. Bah non, lui, il est, pour reprendre une expression qui est d'Alain Minck, lui, il est dans le cercle de la raison. Mais l'expression, lui, il la reprendrait très bien à son compte aussi, parce que dans la manière qu'il a de présenter ses adversaires dans Penser la pornographie, il fait pas preuve d'une grande honnêteté intellectuelle, ni toujours du flegme philosophique qu'il veut bien afficher en entretien. Il est pas très... il a une manière quand même de définir un champ du discours raisonnable et un champ du discours qui est vraiment pathologique, avec des gens qui sont monomaniaques, obsédés, etc. Et du coup, sur les effets sur la société, sur la contradiction entre ces effets, entre ça amène au viol ou ça amène à la paix. Comment il tranche ? Il dit que c'est pas possible. Enfin, il tient un peu un double discours sur la question. Il dit que dans l'ensemble, c'est pas possible de trancher, parce que on peut soupçonner que ça laisse pas indifférent, comme n'importe quelle chose qui existe dans le monde, elle produit des effets. Enfin, l'imagerie pornographique, comme n'importe quelle autre chose, elle produit des effets. Mais c'est pas pour autant, une fois qu'on a dit ça, on n'arrive pas à les quantifier. Augien, pour le coup, il me semble que ce qui est intéressant dans Penser la pornographie, c'est la manière dont il montre comment les prétendues enquêtes
sur la dangerosité des images pornographiques ont été conduites sans grande rigueur épistémologique. Il n'a pas beaucoup de mal à montrer qu'effectivement, souvent, ça a été mené par des gens qui étaient à la fois jugés partis, par des gens qui n'avaient pas de formation ni philosophique ni scientifique, et donc avaient une sorte d'épistémologie naïve très très problématique pour mener à bien ces enquêtes-là. Bon, d'un côté, il dit on peut pas savoir grand-chose, et dès qu'on a essayé d'en savoir quelque chose, c'était tout de suite très idéologique. Et de l'autre, il tend à dire que, en fait, si ça avait dû avoir un effet, on s'en serait rendu compte. Parce que de fait, il y a une explosion de la consommation pornographique, même si de son propre aveu, on a du mal à définir ce que c'est que la pornographie, mais bon, on ne trouvait pas autant, évidemment. Avant les VHS, il y avait pas les images pornographiques ne circulaient pas autant. Avant Internet, elles ne circulaient pas autant. Donc, bon, comme Augien a connu toutes ces évolutions-là, il ne peut qu'enregistrer que ça augmente, que beaucoup plus de gens consomment beaucoup plus de pornographie, et que si ça avait dû avoir un effet sur les violences, notamment les violences faites aux femmes, on s'en serait rendu compte. Donc en fait il tient un peu un double discours, parce qu'il sous-entend en permanence que non, ça n'a pas d'effet, ou alors si ça a un effet, il est très ambigu et qui ne justifie certainement pas l'interdiction d'en consommer. D'ailleurs, en fait, la meilleure comparaison qu'il fait à ce titre-là, c'est la comparaison avec l'état d'urgence à l'américaine, qu'a succédé aux attentats du 11 septembre et au Patriot Act. En tant que libéral et conséquent, pour le coup, Augien, c'est quelqu'un qui est très attaché à toutes les formes de liberté, de circuler, de faire n'importe quelle recherche sur Internet, voilà. Et donc il trouve que, en admettant même que ça puisse avoir des effets inhibiteurs sur des vocations terroristes, de limiter la consommation d'Internet, la consommation de certains sites, etc., il trouve que c'est payer trop cher un effet qui est trop incertain. Donc en fait, il a une manière de poser le problème qui est en termes très classiques, en fait, c'est en termes de bénéfice-risque. Et il dit que, en admettant qu'il y a un effet, il est très maigre, et l'interdiction n'apporterait pas, comment dire, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Il se trouve qu'il y a des rapports de genre. On va avoir tendance à penser que quand c'est des hommes qui bénéficient de quelque chose et des femmes qui en pâtissent, évidemment, on ne va pas juger de la même façon que si c'était l'inverse. Mais le discours libéral sur tout ça nous mène à une espèce de statu quo, non ? Oui, alors pour nous c'est un statu quo, mais il faut aussi se replacer dans Augien, il arrive en tant que celui qui systématise toutes ces idées-là, il arrive un peu tard. Mais en fait, ce travail de sape intellectuelle qui en fait barre la route à toute compréhension politique de la pornographie, il a été extrêmement important. Alors pas seulement en France, hein, la philosophe Sheila Jeffreys a bien étudié ça pour le cas des États-Unis. Il a été indispensable pour changer les mentalités des classes émancipées, enfin des classes bourgeoises émancipées, et de manière un peu plus large d'ailleurs, hein, que la seule bourgeoisie, pour permettre que ce qui au départ n'est qu'un marché de niche devienne un marché très, très, très juteux, qui soit un marché global, et qui puisse se diffracter en de multiples niches par la suite. Donc nous on voit ça comme un statu quo, mais en fait il faut bien voir que pour le cas de la France, dans les années 70, c'était pas encore réglé, et que même Giscard, qui avait fait campagne sur le relâchement de la censure, sur l'après-gaullisme en quelque sorte, Giscard a eu quelques atermoiements, qui ont été souvent assez mal interprétés d'ailleurs. C'est la fin de ce premier épisode consacré à la séduction pornographique de Romain Rosac. Dans le prochain épisode, nous parlerons de la consommation pornographique elle-même. À bientôt sur Floraison.